create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Bon après-midi. Donc, Montréal Connect, la semaine numérique se poursuit avec une classe de maîtres, former les défenseurs numériques de demain, intelligence artificielle, cybersécurité et souveraineté des talents, présentée par M. Ali Ketani de l'UM6P. Alors, bonne classe de maîtres. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent. Je m'appelle Ali Ketani, ancien doyen du College of Computing à l'UM6P. Et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais parler d'un sujet qui nous concerne tous. Au-delà de la technologie, comment l'IA, la cybersécurité et la protection de notre vie privée s'entrecroisent pour façonner notre avenir numérique. Alors je vais d'abord faire une sorte de lecture. Je vais présenter quelques idées, poser un cadre sur une bonne quinzaine de minutes. Et ensuite, je voudrais qu'on ouvre une session participative afin d'avoir vos réactions, votre feedback, parce que le format le veut ainsi. Donc, avant de commencer, je voudrais faire un petit survey. Combien d'entre vous ont déjà reçu un mail, un courriel étrange ou cliqué sur un lien qui, a posteriori, vous a semblé douteux? Levez la main si c'est le cas. Presque tout le monde, au fait. Et c'est là le cœur du sujet. La cybersécurité, ce n'est pas seulement protéger des machines, c'est protéger des personnes, leurs données, leur intimité, leur confiance. Aujourd'hui, nos vies sont en ligne, nos photos, nos conversations, nos habitudes, nos choix, nos finances. L'intelligence artificielle apprend de ces données et les analyse parfois mieux que nous-mêmes. Mais cela pose une question essentielle. Comment tirer parti de la puissance d'une technologie comme l'intelligence artificielle sans renoncer à notre vie privée? Et c'est là la question que la cybersécurité entre en jeu. Elle devient le gardien visible de notre liberté numérique et pour cela, nous avons besoin de talents. Des femmes et des hommes capables non seulement de développer des technologies puissantes, mais aussi de les rendre éthiques, sûres et respectueuses de la vie privée. Au fait, quand on pense à l'IA, on pense à des solutions comme ChatGPT ou Gemini, à des robots intelligents, à des innovations qui vont transformer nos vies privées. Quand on pense à la cybersécurité, on imagine plutôt des pirates informatiques, des menaces, des attaques. Pourtant, ces deux mondes sont étroitement liés, car l'intelligence artificielle repose sur des systèmes numériques, sur des données et des modèles qu'il faut protéger. Sans cybersécurité, ces technologies deviennent vulnérables. Une IA mal sécurisée peut être manipulée, détournée ou utilisée à des fins malveillantes. À l'inverse, la cybersécurité peut tirer parti de l'IA pour détecter les attaques plus vite, anticiper les menaces
et renforcer la protection de nos réseaux. Nous vivons une époque où nos téléphones, nos hôpitaux, nos centrales électriques, nos écoles et nos banques dépendent de systèmes numériques interconnectés. Ces systèmes sont autant de points de vulnérabilité qu'il faut défendre. La cybersécurité n'est donc pas une contrainte, mais une condition essentielle pour faire confiance à l'innovation, pour garantir la continuité des services et la souveraineté de nos organisations. Mon objectif aujourd'hui est simple, montrer que la cybersécurité est avant tout un état d'esprit, une culture, et expliquer pourquoi la pénurie de talent est un enjeu majeur. Car si nous voulons tirer pleinement parti de l'intelligence artificielle, nous devons former une génération capable de la protéger. Nous subissons constamment des attaques. Des systèmes critiques sont pris en otage, désactivés temporairement ou de manière permanente, des fuites de données de tout genre. Et le Canada, malheureusement, n'est pas un cas isolé. Tous les pays aujourd'hui sont menacés par ces attaques. Considéré comme l'une des attaques les plus importantes au Canada, le piratage de l'Agence du revenu du Canada en 2020 a forcé le gouvernement à fermer temporairement plusieurs de ses services en ligne. Après la compromission de milliers de comptes, les cybercriminels ont utilisé une technique de bourrage d'identifiants, dans le jargon appelé credential stuffing, réutilisant des comptes, des noms d'utilisateurs et des mots de passe qui ont été récupérés sur des attaques précédentes. D'ailleurs, il existe énormément de bases de données de noms d'utilisateurs et de mots de passe qui sont disponibles largement sur le web. L'incident a perturbé des services et des portails gouvernementaux et a conduit à la suspension de services vitaux lors de la pandémie du Covid-19, exposant ainsi les citoyens à des risques de vol d'identité et de fraude financière. Cet événement a révélé des failles en cybersécurité importantes et la nécessité d'une meilleure sensibilisation du public. Le Canada, en raison de son poids économique et de sa position stratégique, est aujourd'hui une cible de choix pour les cyberattaques. Selon Statistique Canada, près d'une entreprise sur 6 déclare avoir été touchée par un incident cybersécurité en 2023. Et les coûts de récupération ont dépassé les 1,2 milliard de dollars cette même année. D'après une étude d'IBM, le coût moyen d'une fuite de données au Canada s'élève désormais à plus de 6 millions de dollars par incident, un record. À l'échelle mondiale, les cyberattaques devraient coûter plus de 10 000 milliards de dollars pour l'année en cours. Ces chiffres montrent que la menace n'est plus abstraite. Elle touche nos entreprises, nos services essentiels et surtout notre vie privée. Et plus nos systèmes deviennent intelligents, grâce à l'IA notamment, plus ils deviennent vulnérables s'ils ne sont pas bien protégés. Alors pourquoi le contexte actuel nous interpelle-t-il ? Juste pour rappel, il existe un certain nombre de types de menaces. J'en ai retenu, je pense, les 3 principales, à savoir les attaques d'ingénierie sociale, qu'on appelle également dans le jargon en anglais social engineering attacks, les attaques par logiciels malveillants, les malware threats, et enfin les attaques liées à l'IA qui combinent les 2 précédents et qui du coup deviennent extrêmement redoutables. Cependant, le phénomène qui bouleverse complètement l'équation, c'est l'IA. Alors, tant l'IA est un accélérateur d'innovation, dans la santé, elle aide au diagnostic. En agriculture, elle optimise les rendements. Dans l'éducation, elle permet de personnaliser les parcours. Mais l'IA introduit aussi de nouveaux vecteurs d'attaque que nous devons connaître et maîtriser. Autrefois, le phishing, vous vous en rappelez très certainement, nous arrivait plein de fautes d'orthographe, avec une structure mal faite
et qu'on arrivait à détecter assez facilement. Aujourd'hui, grâce à des modèles de langage, grâce à des LLM, nous recevons des messages extrêmement sophistiqués, hyper ciblés, tandis que des deepfakes permettent d'usurper la voix d'un collaborateur ou d'un dirigeant et de falsifier une vidéo pour manipuler des collaborateurs ou le grand public. Le résultat est dévastateur. Des attaques plus rapides, moins chères à produire, plus personnalisées et beaucoup plus difficiles à détecter, ce qui rend la protection d'autant plus urgente. C'est pourquoi il nous faut à la fois des technologies plus robustes, certes, mais surtout une culture de sécurité renforcée et une nouvelle génération de talents formés à ces défis. Plus récemment encore, les grands modèles de langage eux-mêmes sont devenus une cible prioritaire. Ils peuvent être jailbreakés, autrement dit détournés pour contourner des mécanismes de sécurité et ainsi révéler des informations sensibles relevant de propriété intellectuelle d'entreprise ou informations sensibles et nécessaires à leur fonctionnement ou leur continuité de service. Le risque est donc double. D'un côté, l'exposition de données sensibles, comme je l'ai souligné, de l'autre, la fuite de propriété intellectuelle. Ces épisodes démontrent qu'il ne suffit pas d'adopter l'IA, il faut la gouverner via des politiques d'usage, des process et des infrastructures adaptées et une supervision constante. Tout ceci, hélas, ou heureusement pour nous, requiert un talent et des compétences nouvelles, et on reviendra plus tard sur ce volet parce qu'il est extrêmement important. La seconde question qu'on peut se poser est la suivante. Pourquoi ces attaques réussissent-elles? Pourquoi sont-elles aussi efficaces? Regardons un peu le paysage des menaces. Selon plusieurs études récentes, près de 98% des attaques impliqueraient une forme d'ingénierie sociale. Et dans près de 40% des cas, elles constituent même le point d'entrée initial de l'attaque. Preuve que le facteur humain reste la première cible des cybercriminels. Un courriel usurpant une entité légitime peut tromper un employé ou un étudiant et ouvrir la porte à une compromission complète ou à planter les prérequis pour une attaque ultérieure plus dévastatrice, comme l'installation de logiciels malveillants. Dans la littérature, on va retrouver des cas de plusieurs hôpitaux, des universités dans le monde, dans des institutions canadiennes qui ont été contraintes d'interrompre partiellement ou complètement leurs services après des attaques. Ces attaques compromettent nos données et paralysent les activités, parfois pendant des jours, voire des semaines. Le coût financier et humain peut être considérable. Il existe également des attaques qui ont ciblé en priorité l'IA, de par le fait qu'il s'agit d'une technologie assez récente, donc avec beaucoup moins de blocages, beaucoup moins de contraintes d'accès, pour empoisonner les données, injecter des prompts ou altérer complètement le modèle, introduisant des risques spécifiques. Un modèle manipulé peut produire des recommandations biaisées ou dangereuses ou divulguer des fragments de données sensibles au gré des requêtes. Le constat est clair. Beaucoup de ces incidents ne résultent pas d'exploits sophistiqués, mais d'erreurs humaines ou organisationnelles. Souvent un mot de passe par défaut, une configuration erronée, un accès non révoqué, autant de vecteurs simples mais efficaces. Je citerai encore le cas de cette université canadienne en 2022, sans la nommer, qui a subi une paralysie complète de ses serveurs pendant 2 semaines à cause d'un compte administrateur exposé. Aucune vulnérabilité de logiciels avancés, leur infrastructure informatique était complètement mise à jour, avec des firewalls adaptés, etc. Et pourtant, l'action a conduit à une paralysie complète de 2 semaines de leur système, ce qui est assez considérable.
Donc cela nous mène à la conclusion que la première ligne de défense reste quand même la formation et la sensibilisation régulière des utilisateurs et bien sûr la mise à niveau et le renforcement des infrastructures à travers des politiques claires, des contrôles d'accès stricts et des exercices de simulation. Nous avons besoin de professionnels capables de combiner des compétences techniques pointues en sécurité des systèmes d'information, en analyse des données, en intelligence artificielle, capables de relier la technologie, la gestion du risque, la communication et la conformité réglementaire. Et ces talents-là, il faut les former. On estime à plus de 3,5 millions le nombre de postes non pourvus dans le monde. 3,5 millions de postes non pourvus, c'est énorme. Le Canada anticipe un déficit à lui seul de plus de 25 000 spécialistes d'ici 2026. En Afrique, la demande croît rapidement sans que l'offre de formation ne suive. L'enjeu n'est pas seulement quantitatif, il ne s'agit pas évidemment de juste former des ingénieurs. Nous avons besoin de profils hybrides, des ingénieurs qui comprennent la sécurité, certes, mais aussi des ingénieurs qui sont capables d'analyser l'information, des managers qui intègrent la cybersécurité dans leur stratégie. Et pour former ces profils, il faut qu'on innove en termes de méthodologie pédagogique et surtout, et c'est la raison principale de mon intervention aujourd'hui, tendre la main à des partenaires à l'échelle internationale pour travailler ensemble sur finalement une problématique qui est commune à tous, indépendamment de notre positionnement géographique. Qu'on soit en Afrique, en Amérique du Nord ou ailleurs, la problématique reste la même. Une autre leçon renforcée par la conjoncture actuelle, s'appuyer exclusivement sur des solutions importées peut introduire des limites. Les outils développés ailleurs ne prennent pas toujours en compte nos langues, nos cadres réglementaires ou nos contraintes techniques. Ils peuvent aussi créer une dépendance stratégique. Il est donc impératif de promouvoir des solutions adaptées localement. Cela passe par la recherche universitaire, par des startups locales et par des collaborations ciblées avec des partenaires internationaux. Et c'est ce que nous essayons de faire à l'université, à l'UM6P. L'UM6P est un laboratoire à ciel ouvert, lancé en 2017. On est une université assez jeune, mais extrêmement ambitieuse, qui veut développer des programmes avec 3 principes fondateurs. L'excellence dans les programmes, l'apprentissage par la pratique et surtout l'entrepreneuriat. Nous comptons à peu près 8800 étudiants avec une bonne parité hommes-femmes, que ce soit sur les formations conventionnelles ou sur les formations postdoctorales. Nous disposons de 12 sites à travers tout le pays, à travers tout le Maroc, et 4 hubs internationaux, dont celui de Montréal que dirige notre directrice Fatiha Serradi, et qui est derrière notre participation aujourd'hui ici à MTL Connect. Donc cette université vise, comme je l'ai dit, à préparer la prochaine génération de leaders et de penseurs africains à s'épanouir dans un monde en changement continu, en transformation continue, et à façonner l'avenir du continent avec innovation et détermination. Juste au passage, on a des laboratoires comme une sorte on a une mine expérimentale, une vraie mine expérimentale à ciel ouvert qui est à disposition de nos chercheurs et surtout de nos jeunes étudiants. Une ferme expérimentale, une vraie ferme à ciel ouvert, également ouverte à nos chercheurs et à nos étudiants. Un Green Energy Park pour donner la possibilité, l'opportunité à nos jeunes étudiants, à nos chercheurs de travailler sur des projets d'avenir en énergie renouvelable. Et last but not least, un supercalculateur, Tobral, qui est le plus puissant d'Afrique, ouvert à toutes les communautés de l'UM6P avec une capacité énorme,
ouvert gratuitement à nos étudiants, à nos chercheurs et à notre écosystème. Alors l'université est organisée en collège. J'ai eu l'honneur de développer celui dans la spécialité et l'informatique, le College of Computing. Nous avons deux programmes principaux, un programme en IA et un programme en cybersécurité, donc un campus dédié complètement à la cybersécurité basé à Rabat. Nous avons la chance de recevoir énormément de candidatures d'étudiants extrêmement talentueux. On en a reçu 40 000 pour l'année en cours, pour l'année académique en cours. 98% de nos étudiants ont des mentions très bien, avec une spécialité en maths, et vous savez à quel point les mathématiques sont importantes pour l'informatique. Et l'autre particularité, c'est que l'ensemble du corps professoral du College of Computing sont également des chercheurs. 100% de nos professeurs sont également des chercheurs, ce qui donne l'opportunité à nos étudiants de travailler sur des projets de pointe dans leur cursus undergrad, ce qui est assez extraordinaire. Bon, j'ai choisi également, parce que le contexte le veut, nous avons développé un programme avancé en cybersécurité avec une institution nord-américaine, OC Council. C'est l'exemple de ce qu'on peut faire lorsqu'on travaille en partenariat avec des institutions de par le monde. Nous formons une bonne trentaine d'ingénieurs en cybersécurité qui finalement atterrissent dans des entreprises de par le monde et avec un feedback extraordinaire en termes de connaissances et d'impact de leur savoir-faire. Je vais commencer à conclure. Je pense que le message est qu'il faut qu'on collabore, il faut qu'on travaille vers un objectif commun qui est quand même une responsabilité partagée entre nous tous pour être efficace. Les initiatives que nous pouvons développer, notamment des initiatives académiques, doivent se connecter aux besoins industriels et aux politiques publiques. Il existe une réelle opportunité de développer des partenariats pour co-animer des programmes, partager des laboratoires et organiser des challenges internationaux. C'est ainsi que l'on construit une réserve mondiale de compétences capable de répondre aux incidents et d'innover ensemble. Et pour conclure, l'IA et la cybersécurité sont profondément liées, comme nous l'avons vu. Enseigner l'un sans l'autre serait une erreur. Notre responsabilité collective est d'éduquer des talents hybrides et agiles et développer des solutions adaptées à nos contextes et de tisser des coopérations durables. Je vous invite donc à collaborer, partageons des programmes, des laboratoires et des challenges. Ensemble, j'en suis convaincu, nous pouvons bâtir un avenir numérique plus sûr, plus souverain et plus inclusif. Merci pour votre attention. Je suis disponible pour vos réactions, vos questions. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions dans la salle? Hop, tout de suite. Moi, j'en ai, M. Ketani, sinon. Ah, allez-y, allez-y. Bonjour, c'est Ali qui est un ami, disclaimer, que je connais parce que je fais partie aussi du M6P. Mais vous avez, en fait, le sujet de la cybersécurité, beaucoup de personnes ici dans le cadre de MTL Connect m'ont posé la question. Comment on pourrait imaginer une collaboration, un partenariat entre l'écosystème M6P Maroc-Afrique et celui du Canada, ici à Montréal, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous donner juste une idée sur des bouts de fil sur comment on pourrait imaginer, surtout qu'aujourd'hui on parle de collaboration win-win, il ne s'agit pas d'un transfert de know-how, mais plutôt de co-construire ensemble des projets sur lesquels la souveraineté en matière de cybersécurité est assurée. Je pense que je peux voir trois volets qui sont des low-hanging fruit. Je pense que sur le volet académique, notamment au niveau des étudiants, nous avons un pool de talents juste incroyable et en témoigne la diaspora africaine à Montréal, que je salue au passage. Nous avons des talents extraordinaires. Je pense que
aussi bien les talents locaux à Montréal que nos talents que nous formons à l'UM6P gagneraient dans la mixité, dans la diversité. Je pense on pourrait réfléchir à des programmes d'échange. Je pense que le domaine de la recherche est également un low-hanging fruit sur lequel on pourrait travailler en développement des programmes win-win de recherche cofinancés, où on pourrait aller chercher des financements ensemble pour développer cette recherche. Et enfin, je pense le domaine qui, à mon avis, présente le plus d'opportunités, notamment en cybersécurité, et j'en sais quelque chose parce que j'ai un peu été dans ce monde pendant pas mal de temps, et il y a un besoin fou de solutions adaptées, notamment avec l'avènement de l'IA. Je pense qu'il y a une ruée vers l'utilisation des LLM, pas forcément, et d'ailleurs le constat vient aussi des autres conférences, des autres sessions, pas forcément, il n'y a pas un souci ou une prise de conscience de la nécessité de développer des mécanismes pour protéger ces technologies, protéger l'IA, protéger nos vies privées. On est tous amenés à faire du copier-coller d'informations dans des chats GPT ou des Gemini sans pour autant savoir ce qu'il en devient de ces informations-là. Donc à mon avis, le volet entrepreneurial pourrait être franchement une piste à explorer ensemble. Nous avons à travers le UM6P Ventures des capitaux disponibles pour nos jeunes entrepreneurs, et je pense qu'à Montréal et au Québec plus largement, au Canada même, il existe aussi des opportunités pour aller chercher ensemble des financements pour des idées d'avenir. Si vous me permettez, Monsieur Ktani, merci pour votre intervention. Je suis Asma Ahmoudi, Senior Advisor en gouvernance à la cybersécurité ici à Montréal depuis un moment. Ma question va toucher un petit peu sur ce que vous avez adressé par rapport à la disponibilité des compétences, au manque de disponibilité de compétences en fait, et au fait aussi que le chaînon le plus faible dans la cybersécurité, c'est l'humain. Donc formation, sensibilisation, il nous manque des compétences, mais il nous manque aussi beaucoup de, on va dire, compétences connexes ou métiers connexes, dont l'analyse comportementale et dont la psychologie, pour faire des formations et des sensibilisations pour les individus lambda de la société. Aujourd'hui, à MTL Connect, nous sommes quasiment tous des personnes qui baignent dans le domaine, donc ça nous parle, mais l'intelligence artificielle, le numérique et tout ça, ça touche tout le monde. Donc, est-ce qu'on prévoit à un moment donné faire aussi des programmes dans ce sens-là, et non pas juste des programmes pour enseigner la cybersécurité et l'IA et la transformation numérique, mais aussi comment former et sensibiliser la population lambda? Merci. Merci beaucoup pour votre question. Je pense que quand on pense à la formation, on a tendance à penser à des formations conventionnelles, des formations en mode one-way. Je pense qu'il y a vraiment un espace où on pourrait réfléchir à une autre manière. Je pense qu'on a échangé l'autre jour et vous m'avez dit, écoutez, dans mon organisation, on nous dit il ne faut pas cliquer, il ne faut pas ouvrir, il ne faut pas. Et on finit par ouvrir, on finit par cliquer. Et ça me fait penser au fait qu'il y a une réelle opportunité, notamment pour des jeunes start-upers, de réfléchir à comment on peut former différemment, comment on peut toucher les cœurs et les esprits des gens pour avoir un comportement différent vis-à-vis de cette technologie qui va nous apporter énormément de bonnes choses. Mais hélas, moi, je pense que la formation n'est pas encore complètement adaptée à l'enjeu. Il faut qu'on réfléchisse à comment on peut former différemment dans les entreprises, le grand public. Il existe de réels aujourd'hui. Et ça m'arrive souvent. On discutait une petite anecdote. Je suis extrêmement vigilant sur les messages que je reçois. Mais il m'arrive d'être entre deux réunions, hyper stressé, et de recevoir un message qui est structuré de telle manière à ce que j'ai envie de cliquer dessus. Je n'ai pas encore vu une entreprise qui a adressé, ou une organisation qui a adressé ce fléau de manière adéquate. Je ne sens pas que j'ai un interlocuteur, par exemple, à qui je peux demander que penses-tu de ce message? Peut-être une opportunité de développer une IA qui peut assister en temps réel et nous dire, écoute, je pense que ce message est peut-être une attaque cyber, en temps réel, pour que je puisse continuer à être productif au sein de mon organisation. Mais en tout cas, il y a une réelle opportunité de repenser la formation. C'est une opportunité pour nos jeunes, c'est une opportunité pour qu'on puisse collaborer et craquer ensemble cet algorithme. Oui. Bonjour, merci beaucoup Monsieur Kelani.
Je m'appelle Karima Smouk, je travaille à CyberEco ici à Montréal. CyberEco, c'est une association de membres qui réunit tout l'écosystème en cybersécurité au Québec et on essaye maintenant de s'élargir au Canada. La particularité de CyberEco, c'est que l'objectif final, c'est de mutualiser les efforts sur 3 volets, notamment la sensibilisation, l'amélioration de la résilience en cybersécurité des organisations, mais aussi les talents, la formation et l'attraction de talents. Je me demandais si au Maroc ou en Afrique en général, il existait des écosystèmes un peu similaires aux nôtres, où tous les membres, que ce soit académiques, par exemple, chez CyberEco, on a 9 universités membres, on a des banques, on a des services de conseil, on a des startups, et c'est tout le monde autour de la même table qui discutons de comment faire évoluer la chose en cybersécurité. Donc je me demandais s'il y avait un équivalent au Maroc avec qui, mettons, CyberEco pourrait discuter, par exemple. Alors, merci beaucoup pour votre question. Il existe des communautés de pratique qui sont certes dans un état embryonnaire, qui émergent, et je pense qu'on gagnerait, il y a cette notion de build and connect, je pense qu'on gagnerait à collaborer, échanger des informations et accroître ces réseaux. Et on pourrait éventuellement, si vous souhaitez que vous me contactiez, que je puisse vous aiguiller vers les bons interlocuteurs et développer ainsi le réseau. Je pense qu'on y gagnerait tous. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis Mohamed Chiboub. Déjà, merci pour Merci la à vous. présentation claire et lucide. Déjà, parlons de Connect. Ce mot-clé-là, moi, honnêtement, ça m'évoque quelque chose puisque je suis un ancien de Connect Institute et indirectement Act School. Et là, en voyant un peu la portée du M6P là, à l'international, ça me fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, pour rebondir sur la question qui a été posée avant, là, en parlant de communauté Connex, je sais que vous avez le Act School et compagnie. Est-ce que là, vous visez aussi, en plus de l'IA traditionnelle et la cybersécurité, l'aspect là de l'IA responsable et l'éthique, genre en plus de la technicité de la chose, est-ce que vous visez aussi l'aspect humain et qui est un peu transcendant vis-à-vis la technicité? Et merci. Merci beaucoup pour cette question. Alors, je ne sais pas comment répondre de manière à ne pas trop me... Heureusement et malheureusement, l'IA et la cybersécurité ont été historiquement développés par des ingénieurs qui sont techniciens, geeks dans l'âme. Et donc, les aspects d'éthique, les aspects de gouvernance, d'ailleurs on en discutait tout à l'heure, qui sont extrêmement importants, deviennent des sujets périphériques à la technologie. Il existe un centre qu'on appelle AI Movement, qui est basé à Rabat, au campus de l'UM6P, qui planche sur l'aspect humain de l'intelligence artificielle en partenariat avec l'UNESCO. Mais voilà, c'est embryonnaire. Je pense que même hier, j'ai entendu un échange où je pense mon collègue faisait état du fait qu'on a des pays comme l'Amérique du Nord, notamment les États-Unis, peut-être pas le Canada, où il n'y a absolument aucune réglementation. Les entreprises font ce qu'elles veulent, développent de l'IA. Et dans des pays où la conscience est collective est un peu plus développée, notamment au Canada et en Europe, il y a des réglementations, on voudrait faire une IA éthique, etc. Et certains individus, certains groupes qui veulent se développer dans l'entrepreneuriat voient que ça comme une contrainte. Je pense qu'il faut qu'on craque le sujet de telle sorte à ce que l'éthique soit quand même centrale dans ce genre de technologie, que l'IA notamment soit respectueuse de nos vies privées, je pense que c'est important, sans brider l'innovation. Je pense qu'AI Movement va dans ce sens, mais il y a un espace qui est ouvert pour pouvoir développer le sujet encore plus. Je veux dire, il est tellement vaste qu'il touche même à la politique publique. On peut aller très loin dans la réflexion. Bonjour M. Ktani, Bonjour. merci pour cette belle présentation. Merci à vous. Je suis Mohamed Tba, je suis enseignant-chercheur au Maroc. Je participe à MTL Connect et j'étais un peu bouleversé de voir cette belle présentation aujourd'hui. En fait, parlons de formation, conscient qu'aujourd'hui, former des futurs ingénieurs en thématiques pointues, en technologie pointue,
c'est bien, c'est promoteur, on pourra aller très loin là-dessus. Alors, le souci que j'ai, c'est avec l'intégration des industriels dans l'écosystème de formation. Bon, la question, et je cherche un conseil, comme on dit, l'homme sage cherche toujours un conseil, comment pouvons-nous créer un lien entre nos industriels pour qu'on puisse quand même augmenter notre employabilité, pour qu'on puisse former pour un marché industriel promoteur, pour qu'on puisse quand même intégrer dans l'offre de formation, le curriculum qu'on propose, un impact direct vers les industriels. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette question très profonde. Alors nous, au College of Computing, on a essayé d'adresser le sujet que vous mentionnez de deux manières. Je pense la première, c'est que nous avons une sorte de, on l'appelle Industry Advisory Board, donc c'est une sorte de comité composé d'une douzaine de CEO. Les 2/3 sont des CEO de grandes entreprises marocaines. On a également des CEO qui viennent d'entreprises internationales qui nous conseillent, qui nous donnent leur feedback, leur insight sur les programmes éducatifs, notamment le programme undergrad dont je vous ai parlé en IA et en cybersécurité. Donc ça, c'est le premier. Ça nous permet d'avoir les industriels on board avec nous sur le programme. Ça nous ramène également des opportunités de collaborer sur des hackathons. Nous avons, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, et un effort impulsé par ma collègue professeur Azizi, travaillé avec une entreprise dans la chimie Science Co pour développer des solutions réelles à des problématiques réelles. Et on a travaillé également avec le groupe Bouygues en utilisant le même schéma. Donc les industriels sont embarqués avec nous, ils sont dans l'ADN de l'université. Le deuxième volet, le constat que nous avons fait, parce que le campus historique du College of Computing est basé à Ben Guerir, une ville extrêmement charmante à une quarantaine de kilomètres de Marrakech, c'est la proximité au tissu industriel, notamment en cybersécurité, d'où l'ouverture du College of Computing en cybersécurité à Rabat pour être proche des forces vivantes en cybersécurité, avoir une proximité physique. Et là, il nous ouvre des infrastructures incroyables sur lesquelles peuvent des SOC extrêmement développés, des cas d'usage extrêmement sophistiqués auxquels moi, ingénieur en génie informatique, je n'aurais rêvé pouvoir avoir accès à ces infrastructures pendant mes études. C'est juste incroyable, c'est une opportunité juste fantastique, aussi bien pour les professeurs sur la recherche, mais aussi et surtout pour les jeunes étudiants, les jeunes ingénieurs qui vont se former sur des technologies réelles, des problématiques réelles, en travaillant en proximité avec des gens qui veillent à sécuriser et protéger nos infrastructures informatiques. Désolé pour la longue réponse, mais c'est un sujet qui est extrêmement passionnant et extrêmement engageant. Mille merci, Monsieur Ktiani. Je me demandais, quand on parle par exemple de la pollution, des normes GES, des objectifs, on se dit, si nous comme pays, si on se met des objectifs et que l'autre pays les respecte pas, ça sert à rien un peu. Si on y va en cybersécurité ou pour combattre la cybermalveillance, est-ce que vous considérez qu'on travaille en silo ou il y a quelque chose, parce qu'on peut être affecté de tout continent ou de tout pays? C'est quoi votre avis par rapport à ça? Excellente question, merci beaucoup. Il y a cet adage anglo-saxon qui dit lorsqu'on travaille seul, on va plus vite. Lorsqu'on travaille ensemble, on va plus loin. Je pense que le sujet de la cybersécurité n'échappe pas à cette règle. Plus on met de cerveau, plus on met de neurones sur une problématique, et plus on arrivera à la craquer. Heureusement ou malheureusement, les stacks technologiques sont communs. Je veux dire, si on se mettait aujourd'hui à explorer le patrimoine informatique d'une entreprise lambda, aussi bien en Afrique qu'au Canada, croyez-moi, 80% des solutions que nous utilisons sont similaires. Et donc on gagnerait à mettre plus de neurones, plus de diversité dans les problématiques, on arrivera à mieux les craquer. Mais votre question m'a fait penser à quelque chose que peut-être j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, qui est extrêmement importante. Je vous en remercie au passage, c'est que le Toubkal, le supercalculateur dont nous disposons, est alimenté en grande partie par des énergies renouvelables.
notamment de l'énergie. On a beaucoup de soleil et de l'éolien également. Donc voilà, et c'est quelque chose dont on est fier. Merci. Alors, je vous remercie beaucoup, Merci, M. Kettani, de votre présence et cette présentation. Nous, on va reprendre à 16h. Merci à vous.